Depuis le début de la révolte en Iran, les journalistes iraniens sont muselés et les journalistes étrangers n'ont plus accès au pays. Pour raconter l'histoire de ce mouvement et documenter ce qu'il s'y joue, il faut trouver d'autres moyens. Moi, j'étais sorti avec 2 de mes amis et leurs femmes. La première nuit, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je me souviens avoir dit à mon ami, « C'est une révolution. Avec toute cette foule, c'est sûr, c'est la révolution. » On y a tous cru. L'homme qui témoigne se fait appeler Arash. Il est infirmier dans le sud de l'Iran. Il réussit à envoyer des notes vocales grâce à la connexion Internet de son hôpital, maintenue malgré la coupure du réseau mise en place par le régime depuis le 8 janvier. Tout à coup, j'ai vu 2-3 personnes tomber à terre et j'ai crié « Ce sont des armes de guerre !» Personne ne pensait ce soir-là qu'ils utiliseraient des armes de guerre. Ils tiraient. Et si vous regardez bien la vidéo que je vous ai envoyée, on entend tout d'un coup des rafales. Ils ont tiré des rafales sur les manifestants. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour la personne qui a été blessée à côté de moi. Mais je n'avais aucun instrument médical avec moi. Les gens autour nous ont aidés. Ils ont amené des foulards pour faire des garrots. On a stoppé le sang comme ça. J'ai dit qu'il fallait tout de suite l'emmener à l'hôpital. Autour, les gens me répondaient « Surtout pas, il va être exécuté ». Je leur ai dit « S'il ne part pas maintenant, dans 10 minutes, il est mort ». Mais aucun de nous n'avait prévu une telle violence. Personne n'aurait imaginé qu'il tuerait des gens comme ça. Mais dans la pénombre des appartements, à l'abri des rideaux tirés, nombreux sont les Iraniens qui tiennent à témoigner de ce qu'ils ont vu, malgré les risques encourus. Leurs voix nous parviennent au compte-gouttes pour raconter ces 16 jours de révolte et d'espoir, brutalement étouffés par le régime. Que s'est-il passé en Iran ces 8 et 9 janvier, ce moment où les manifestations se sont transformées en massacres? Comment vivent les Iraniens depuis le blackout? Quelle perspective pour la révolte? Tout commence le 28 décembre dans le marché d'électronique et de téléphones portables au cœur du bazar de Téhéran. La monnaie locale s'effondre, l'inflation est hors de contrôle. Les prix explosent. Les bazaris, pourtant réputés très conservateurs, décident de baisser leurs rideaux pour protester. Dans tout le pays, les mêmes scènes de commerce fermés. Goli, une artiste d'une 40aine d'années, n'est pas étonnée de la colère des bazaris. Ça fait plusieurs mois qu'elle assiste impuissante à la montée des prix. Ce régime a fait en sorte que le prix d'un œuf tout simple soit multiplié par 9 par rapport au mois dernier. C'est dingue ça. Aujourd'hui, les gens font des blagues en disant que le produit de luxe qu'on réserve à nos invités, ce sont nos œufs. Voilà comment on rit ici, de nous-mêmes et de nos souffrances. Une situation économique
devenu intenable pour toutes les classes de la population. Taraneh travaille dans l'import-export. En escale à Dubaï, pour une réunion prévue depuis des mois, elle profite du réseau pour nous appeler, juste avant de reprendre son vol pour Téhéran. Le niveau de vie a tellement baissé. Par exemple, je n'avais encore jamais manqué de fruits secs à la maison. Je ne m'étais encore jamais inquiétée d'avoir de la viande ou du poulet. Mais ces dernières années, c'est devenu un problème. Chaque mois, quand je reçois mon salaire, je m'inquiète de savoir comment répartir, comment faire en sorte de ne pas manquer. Ça me met tellement en colère. La colère sort alors du bazar et déborde dans les rues. À ce moment-là, Internet fonctionne toujours. Une image fait le tour du monde. Elle devient le symbole du mouvement. Déjà les premières violences, mais les autorités iraniennes jouent l'apaisement. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'écouter les revendications légitimes des manifestants en dialoguant avec leurs représentants afin que le gouvernement puisse agir de toutes ses forces pour résoudre les problèmes et agir de manière responsable. Des déclarations qui ne calment en rien la révolte. Les manifestations s'amplifient et touchent désormais tout le pays. Honnêtement, au départ, je ne pensais vraiment pas que j'allais aller manifester. À l'époque de Masha Amini et du mouvement Femmes, Vie, Liberté, j'ai survécu sans me faire arrêter, presque par miracle. J'ai gardé tous ces souvenirs enfouis. Nous y sommes allés tant de fois, nous avons tant fait, et pourtant rien n'a changé. Tout a empiré. Rien ne s'est amélioré, non. Je me suis dit, ça ne vaut plus la peine de descendre dans la rue. Mais j'ai vu cette atmosphère. J'ai senti que je ne pouvais pas rester silencieuse face à tant d'injustice et d'oppression. Dans les rues iraniennes, ce n'est plus seulement la génération Femmes, Vie, Liberté qui demande justice. Toutes les classes d'âge se retrouvent dans une atmosphère faite d'espoir et de joie d'être ensemble. Tout juste sortie d'Iran, avec de précieuses images de manifestations, Nika est encore imprégnée par cette ambiance ressentie dans les rues. Moi, je suis descendue avec mes proches. Nous n'étions pas les seuls. La plupart des gens étaient en famille. J'ai même vu une mère avec son bébé de 6-7 mois dans les bras. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi as-tu amené ton enfant? Pour qu'il apprenne. Elle m'a répondu qu'elle voulait que son enfant apprenne ce que c'est la résistance, qu'il sache ce qu'il peut faire, quels sont ses droits. Au fur et à mesure que le mouvement s'étend, beaucoup se mettent à rêver d'un pays libéré de son guide suprême, de ses mollahs et de ses gardiens de la révolution. Nasser, ingénieur à Téhéran, fêtait ses 33 ans ce 8 janvier. Il s'est joint au mouvement dans un quartier situé au nord de la ville. Tout le monde était habillé en noir. Tout le monde portait un masque et scandait des slogans. Les gens étaient tellement contents et enthousiastes. C'est comme si le régime était déjà tombé. On sentait que la fin était proche. On entendait des rumeurs comme quoi le commissariat qui se trouvait 2 rues plus loin avait été incendié. On entendait aussi que des mosquées avaient pris feu, une à Téhéran et 3 à Karaj. Ça a créé de l'enthousiasme et de la joie. Les manifestants faisaient même des feux d'artifice en disant « C'est aujourd'hui notre fête nationale ». Il y avait une lueur d'espoir dans les regards, quelque chose de très particulier.
le rêve d'un réel changement. À l'extérieur du pays, l'espoir est alimenté toute la semaine par les interventions de Donald Trump. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. De son côté, le régime n'entend pas plier aussi facilement. C'est dans la soirée du jeudi 8 janvier que tout bascule. Internet est coupé dans tout le pays et les autorités envoient leurs miliciens, les Basiji. Internet a été coupé vers 20h. Les téléphones fixes ne marchaient pas non plus. Nous étions très inquiets. Cette nuit-là, l'implacable machine répressive du régime va se déchaîner. Soudain, un grand nombre de Basiji est arrivé. Il était environ 21h. Ils se sont mis à crier « Dégagez, dégagez, vous n'avez rien à faire ou quoi ?» Foutez le camp, sinon on vous tue. Ils avançaient vers les gens, ils les frappaient à coups de matraque. Mais personne ne reculait. Tout le monde restait ensemble. C'était très marquant pour moi. Très beau. Le niveau de violence ne cesse d'augmenter. Mais sans réseau, impossible alors d'avertir ses proches ou de communiquer vers l'extérieur. Ils ont commencé à tirer. C'est comme s'ils avaient soudain reçu l'autorisation d'ouvrir le feu. Je ne sais absolument pas combien de personnes ont été touchées, ni ce qu'il s'est vraiment passé. Je sais seulement une chose. Ce soir-là, j'ai vu de mes propres yeux une scène de guerre. À 2 mètres de moi, une fille a été touchée. La balle l'a atteinte sur le côté gauche. Les garçons qui étaient là ont tout fait pour l'évacuer. À ce moment-là, j'étais à bout de nerfs. Je n'avais plus de force psychologique, plus d'énergie. J'avais peur pour ma vie. Et cette nuit-là, jusqu'au petit matin, je suis restée tétanisée. Dans tout le pays, les hôpitaux sont débordés. Arash l'infirmier a encore chaque image en tête de cette nuit d'horreur. Nous n'avons eu aucun appel d'urgence cette nuit-là, parce que personne ne pouvait nous joindre. Et même si les gens avaient pu appeler, les lignes étaient sur écoute. Ils avaient trop peur de dire qu'ils avaient des blessés par balle. Ceux qui avaient pris une balle dans la jambe ou dans la main étaient transportés à l'hôpital. Et le personnel soignant faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les soigner. Mais malheureusement, les blessés graves sont tous morts. Un de mes collègues se trouvait dans un autre hôpital ce soir-là. Il m'a raconté que 20 corps ont été entassés dans une chambre stérile. Les corps sont restés là jusqu'à 2 heures du matin. Et quand ça s'est calmé, ils sont venus les récupérer.
Sans compter les gens qui ont reçu une balle dans la tête, ou dans le cœur, ou ceux qui étaient déjà morts. Ils sont tous restés sur le trottoir. Les 2 nuits, celle du 8 et du 9 janvier, le personnel a été menacé pour les dissuader de filmer quoi que ce soit. C'est tellement des sales types qu'ils ont même interdit aux infirmières de pleurer. Les jours suivants, malgré la coupure d'Internet, des images de morgue envahies par des parents dévastés ont réussi à être publiées sur les réseaux sociaux. Fait inédit dans l'histoire du pays, pour la première fois, le régime reconnaît plus de 3000 morts, même s'il les attribue aux agents de l'étranger. Aujourd'hui, la plupart des ONG n'hésitent plus à parler de plus de 30 000 morts. Dans les rues de Téhéran, les vestiges des affrontements sont encore visibles. La nuit, il y avait de plus en plus de policiers pour nous empêcher de prendre des photos et pour que les gens ne se rassemblent pas. Dans les images que je vous ai envoyées, on peut voir qu'ils ont mis des barrières autour des bâtiments abîmés. C'est comme si une guerre avait eu lieu et que je voyais les résultats de cette guerre. Pour les familles endeuillées, commence alors un nouveau combat. Tout faire pour récupérer les corps de leurs proches. Une de mes cousines a pris une balle. Elle est morte sur le coup. Il y avait beaucoup de fusillades. Sa famille n'a malheureusement pas pu récupérer son corps. Sans complexe, le régime demande 6 250 €. Cette jeune femme est étudiante dans une petite ville située sur le golfe Persique. Elle a réussi à quitter l'Iran quelques jours après les massacres. Nous ne pouvons toujours pas récupérer le corps parce que nous n'avons pas de quoi payer cette somme. Ma famille est choquée, perdue. Elle n'arrive même pas à réfléchir à ce qu'elle doit faire. Elle essaye juste d'emprunter de l'argent. Très vite, les confessions forcées se multiplient, soigneusement diffusées à la télévision d'État. Et c'est le ministre de la Justice qui se charge lui-même d'obtenir les aveux. Dans les rues, il y avait des forces de l'ordre. Cette fille a pris un bloc de béton et elle l'a jeté sur leur tête depuis la fenêtre. Cette fille a jeté un bloc de béton. Oui, j'ai jeté des blocs de béton depuis ma fenêtre. J'étais prise dans le mouvement. J'ignore pourquoi j'ai été si bête. Je sais bien qu'ils veulent démanteler notre pays. Comme à chaque fois qu'il se sent menacé, le régime met en scène une grande démonstration de force, censée montrer l'unité du pays. En tête de cortège, le président et les cadres du régime. Plus aucun rassemblement de protestation. Les gens sont terrifiés, cloîtrés chez eux. L'Iran s'enfonce dans le noir. Nasser, l'ingénieur, parvient à nous contacter pour nous décrire l'atmosphère de cette longue nuit pleine de désillusions. Bonjour. Aujourd'hui, ça fait environ 2 semaines qu'Internet est coupé. L'atmosphère est très très lourde. Pour l'instant, toutes les activités économiques sont à l'arrêt. Cette situation rend les choses encore plus difficiles pour nous. Dans ce huis clos étouffant, la répression continue de s'abattre sur les manifestants jusque dans la tombe.
Quelques jours après les massacres, Arash l'infirmier apprend la mort d'un de ses amis, tué par les forces de l'ordre. Jeudi, c'était l'enterrement de mon ami. Sa famille n'a pu l'enterrer qu'une semaine après sa mort, bien loin des coutumes islamiques. Moi, je me sentais mal. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Il était avec sa sœur et l'un de ses amis quand il a été touché. Elle m'a dit qu'on l'avait harcelé. Elle m'a dit de bien faire attention, qu'on était tous sur écoute. Pour gonfler les chiffres des forces de l'ordre tuées, les autorités n'hésitent pas à faire pression sur les familles endeuillées. Un de mes proches a pris une balle dans l'épaule, dans la rue. Et faute de soins, il est mort d'une hémorragie. La République islamique, cette ordure, a pris le corps et l'a emmené. Ils ont dit à la famille, soit vous payez 4 375 €, soit vous dites qu'il était Bassidji. Cet homme n'a jamais été Bassidji. Étant donné que la famille n'a pas de moyens financiers et qu'ils ne pouvaient pas payer cette somme, ils ont malheureusement dû accepter qu'il soit présenté comme un Bassidji, comme quelqu'un qui a été tué par des émeutiers. C'est totalement absurde et surtout cynique. Le régime semble avoir totalement repris la main. Parmi les manifestants, c'est un sentiment amer d'abandon qui domine. Nous, le peuple, nous nous battons à main nue. Nous n'arrivons pas à faire face à ces tyrans. Alors notre regard se tourne vers le ciel. On espère qu'un F-35, qu'un F-16 ou un B-2, enfin quelque chose, viendra changer la donne. Aujourd'hui, nous sommes tous dans le coma. Moi, je suis une personne optimiste. Cela signifie que je ne perds jamais espoir. Qu'ils continuent à nous éliminer si ça leur chante. Mais cette idée, cette pensée qui s'est glissée en nous, de les voir un jour disparaître, ne peut plus être supprimée maintenant. Plus que les miliciens Bassidji ou la violence du régime, les manifestants aujourd'hui redoutent une chose, que leur mouvement ne vienne s'ajouter à la longue liste des révoltes sans lendemain qui ont secoué mais pas abattu la République islamique.